Bonjour à tous et bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo, ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE TV. Ce jour, je reçois pour vous, chers amis internautes, Éloi Virgile Amoussou. Il est coordonnateur national de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon. Il sera face à Habib Arandessi, jeune acteur de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Il est militant au sein de la formation politique Union sociale libérale. Il est président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire MSR. Avec eux, nous essaierons de commenter la gifle d'Emmanuel Macron et les enseignements éventuels qu'on pourrait en tirer. Nous parlerons de la cherté des denrées de première nécessité. Nous parlerons de la restructuration de la Sonacop. Et en fin d'émission, si le temps nous le permet, nous essaierons de commenter la création du parti RLC. Sans plus tarder, chers amis internautes, on les retrouve dans un court instant pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Éloi Virgile Amoussou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le journaliste, Vous êtes c'est moi qui vous remercie. coordonnateur national de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon. Habib Arandessi, bonjour. Bonjour. Merci de répondre toujours à l'appel. Vous êtes jeune acteur de l'opposition, vous êtes militant USL, président d'honneur du MSR. C'est bien évident ça. Alors, dites-nous, Éloi Amoussou, vous avez suivi l'actualité cette semaine et il y a une qui est quand même pas celle liée au Bénin, mais qui a fait le tour de la toile, qui a été objet de commentaires et même d'analyses. Il s'agit de l'agression physique qui a été effectuée à l'endroit de la personne du président Emmanuel Macron. Comment avez-vous reçu cet événement? Comment l'appréciez-vous? Et quels en sont les enseignements que vous pouvez en tirer? Je dirais que je l'ai reçu avec regret. C'est un problème de société. Vous savez, je ne crois pas que cela puisse se passer dans notre pays. Il y a encore des valeurs. Celui qui dirige, celui qui a reçu un mandat, celui qui est chef chez nous, est respecté. C'est la preuve qu'il va falloir revoir un certain nombre de choses dans ces grands pays. Parce que il me semble nous les prenons comme des exemples. Ben non, pas des exemples à tous les niveaux. Il me semble qu'ils ont perdu certaines valeurs. On ne peut pas se lever. On ne peut pas gifler un président de la République. C'est grave. C'est extrêmement grave. Je ne comprends pas et j'ai compris que quelque part, parce que j'ai visionné d'autres images, ça s'est passé sous le président Hollande. On lui a envoyé des trucs sur le visage. Ça s'est passé avec le président Sarkozy. Ça s'est passé en temps avec le candidat François Fillon. C'est répété. Mais vraiment, ce n'est pas des exemples à suivre. Ce n'est pas des exemples à suivre. Est-ce que, Habib Arandessi, vous condamnez également de pareils actes? Oui, si nous les sortons de leur contexte, on peut condamner le fait qu'on gifle un chef. Et ça, c'est dans un contexte purement sociologique. Et nous prenons notre éducation comme référence. Mais quand nous rentrons dans le contexte politique, dans le contexte de la démocratie, ce n'est pas un fait nouveau. Même dans notre pays, nous l'avions vécu. Et nos aînés nous ont toujours conté l'histoire, comment Kérékou a été pourchassé jusqu'à rentrer dans l'église Saint-Michel. Vous savez, quand vous dirigez un pays, à des moments donnés, vous créez tellement de frustrés que des gens sont prêts à faire sortir leur pistolet et quand ils auront l'occasion, ils vont tirer sur vous. Parce qu'ils estiment que vous piétinez leur avenir par votre mauvaise gestion. Ils estiment qu'ils n'ont plus d'avenir parce que vous avez déjà tout détruit. Et la seule manière mais est-ce que de pareils actes que vous énoncez ne peuvent pas plonger le pays dans un décor qui serait quand même plus déplorable que ce que vous souhaitez, le paradis que vous souhaitez? Oui. Parce que vous abattez sur le champ un chef d'État, moi j'ai l'habitude vous ouvrez la voie des fronts d'inimitié. J'ai l'habitude de faire mes débats sur ce qui est et non ce qui doit être. Parce que ce qui doit être n'est que subjectif. C'est-à-dire, nous référons. Moi, je ne peux pas me lever. Je n'aurai même pas l'occasion de gifler un chef d'État. Pas parce que je n'ai pas envie de lui dire certaines choses de plusieurs manières, mais j'ai reçu une éducation qui ne me permet pas de le faire. Ça, c'est subjectif. Mais quand nous rentrons dans ce qui est,
Nous avons vu dans plusieurs pays africains, quand les gens disent que ça ne peut pas se passer chez nous, ça peut bien se passer chez nous. Parce que tout le monde n'a pas cet état d'âme de savoir faire les choses. Il y a des gens qui sont Ça prêts. fait la part des choses. Oui, tout le monde n'a pas cet état d'âme. Quand vous voyez un jeune Algérien, je pense bien, qui au lieu d'attaquer un président de la République, comme ce que notre ami français a fait, il s'est mis sur une place publique, il s'est immolé. C'est-à-dire, il s'est brûlé lui-même, il s'est donné la mort. C'est des actes comme ça. Il y a des gens qui sont prêts à aller à l'extrême tout simplement parce qu'ils sont frustrés. Je n'encourage pas le faire, mais je dis que ce n'est pas un fait nouveau. Nous l'avons vécu dans ce pays, sous Kérékou, où il a été pourchassé avec des pierres jusqu'à courir et à trouver refuge dans l'église Saint-Michel. À une période Et oui. mon aîné a dit tout à l'heure, Bayrou a vécu la même chose. Ségolène Royal a vécu la même chose. Hollande a vécu la même chose. Ce n'est pas nouveau. Même Trump, la fois dernière, lors de son mandat, il a fallu que quelqu'un crie Allahu Akbar dans la troupe pour que la panique s'installe. Je pense que c'est leur niveau de maturité en matière de... Vous trouvez que c'est une maturité démocratique? Bien sûr. Moi, je pour pense vous, c'est une maturité démocratique. Pour moi, c'est une maturité Est-ce que pour démocratique. vous, Éloi Moussou, c'est une maturité démocratique qui se Malheureusement, manifeste à malheureusement travers de pour moi, pareils je actes? regrette, c'est un problème d'éducation. Ce n'est pas un niveau de maturité démocratique parce que quel que soit ce qui peut vous opposer, alors que c'est eux qui nous enseignent que en démocratie, c'est des débats d'idées, ce n'est pas des débats de personnes. Donc on ne peut pas dire que c'est leur niveau de maturité, c'est un niveau de maturité démocratique. Puisque là, les idées disparaissent. Les idées disparaissent. On ne peut pas se lever et mettre la main sur un chef. C'est un problème d'éducation. Ça, là, il faut appeler un chat un chat. En dehors du problème d'éducation, oui. La Quel France que fait soit la promotion des le libertés ressentiment que d'expression. tu peux avoir, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, tu ne peux pas te lever pour aller... Bon, je pense que ça ne peut jamais arriver en Afrique. Ça ne peut jamais arriver en Afrique. Je ne crois pas. Qu'est-ce qui vous amène à affirmer cela? Oui, mais parce que... Est-ce que la garde de nos présidents, on la gâchette facile? Au-delà de la garde, je reviens toujours aux valeurs. Et la valeur, les valeurs sont liées à l'éducation qu'on reçoit. Au moins chez nous, on a encore ce respect de l'aîné, ce respect de l'autorité. L'autorité n'est conférée que par vous, mais pas un être suprême. On ne se lève pas pour devenir une autorité si ça ne vous est pas conféré. Si ce n'est pas pour vous, vous ne l'aurez jamais. Donc, c'est dire que, bon, celui qui porte atteinte à l'autorité, celui-là ne respecte aucune valeur. Bon, j'ai appris qu'il a été condamné à 1 an de prison ou 4 mois ferme. Ce n'est pas possible. Pour vous, est-ce que la peine est faible, c'est ça? Trop faible. Elle est trop faible. Mais Habib Marandesi, tout à l'heure, vous essayez de comprendre quand même de pareils actes, mais est-ce que vous justifiez le fait que, au nom d'une liberté, au nom d'une démocratie, on puisse en prendre à une personne physiquement? Parce que les questions de développement, les questions d'option de développement, elles peuvent varier d'une personne à une autre. Vous savez, lorsqu'on parle de théorie sur le plan économique, plusieurs personnes ont plusieurs thérapies pour guérir le mal. Je pense que pour avancer, il faut savoir tirer le son de chaque acte. Et tout le monde s'accroche à condamner. On ne peut pas faire ça. Mais je pense que c'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit sur ma page que j'aime bien Emmanuel Macron. C'est un jeune très, très intelligent. Ce tact nous permet de tirer un certain nombre de leçons. Lesquelles, selon vous? Emmanuel Macron sait désormais jusqu'où un Français lambda peut aller pour exprimer son mécontentement. Il sait désormais qu'il y a des gens qui sont tellement fâchés contre sa gestion qui sont capables de poser un acte qu'eux-mêmes, on peut les condamner à vie. Celui qui est allé gifler un chef d'État est conscient qu'on peut l'abattre. Si nous restons seulement
en surface. C'est-à-dire, nous voyons seulement, compte tenu de nos références éducatives, compte tenu de notre contexte politique au Bénin, en Afrique, et nous ne tirons pas de bonnes conclusions. Demain ou dans quelques jours, bien dans quelques mois, ça va se passer chez nous. Et nous allons dire, hier, nous avons dit que ça ne peut jamais se passer. Impossible. Peut-être, non. Ça ne peut pas. Non. Ça, Écoutez, c'est pas de la démocratie, c'est de l'anarchie. Écoutez, et il y a des hommes... Dans un pays où il n'y a pas l'ordre, oui, rien ne bouge. Bien sûr qu'il y a de l'ordre dans ces pays. Bien sûr que Jean-Paul celui-là qui a question. posé un acte du genre a reçu une éducation. Il y a Je de ne cela, crois pas. s'il vous plaît, je Non, vous si donne vous permettez, un exemple de Éloi. fait. Il y a de cela quelques années, nous, on disait que un homme ne va jamais se marier à un animal dans notre pays ou bien en Afrique. Un homme ne va jamais épouser un homme. C'est chez les Blancs, on voit ça. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que des hommes se marient en Afrique, des femmes épousent leurs animaux en Afrique. J'en ai vu la fois dernière à travers l'actualité. C'est pour vous dire quoi? Quand vous voyez, vous observez les choses de l'autre côté et que vous n'allez pas en profondeur pour tirer les vraies conclusions. C'est pourquoi moi je parle de ce qui est et non de ce qui doit être. Parce que si vous vous focalisez sur ce qui doit être, vous n'allez jamais répondre à ces genres de situations. Je ne vais jamais expliquer. Pour vous relancer, oui. Habib Arandessi, est-ce que vous êtes conscient du fait que nulle part pratiquement au monde, sauf dans les monarchies, nulle part au monde, tout le monde est unanime sur la façon dont gère le chef de l'État. Même la France, que l'on prend comme exemple, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que fait Macron. Même l'actuel président des États-Unis, tout le monde n'est pas d'accord sur sa politique de gestion du pays. Mais la démocratie, c'est la loi du plus fort sur les plus faibles. C'est la loi de la majorité. Lorsqu'on n'est pas majoritaire, pourquoi, parce qu'on est minoritaire, chercher à s'en prendre à la personne physique du chef de l'État, selon vous? La démocratie n'est pas la loi du plus fort. Je rectifie ça en même temps. En tout cas, pour la majorité. Pour ce que je sais, la démocratie, ce n'est pas la loi du plus fort. Parce que celui qui est hier fort ou bien aujourd'hui fort peut subitement, par la colère du peuple, devenir très faible et même traîner, même enfermé dans une maison, puis après renvoyé en exil. Nous avons vu il y a de cela quelques mois dans la sous-région à côté de nous. Donc ce n'est pas la loi du plus fort, mais c'est plutôt la loi de la majorité. Et cette majorité peut être gardée dans une certaine oppression, dans une certaine... embrigadement des questions de liberté et à un moment donné s'exploser. Qui vous dit que les gilets jaunes, ceux qui sont contre la gestion de Macron, sont minoritaires? Qui vous dit ça? Qui vous dit qu'ils ne sont pas plus nombreux que ceux qui soutiennent Patrice Talon? Les gilets jaunes sont majoritaires en France, selon vous? Je ne saurais le dire à l'instant où nous sommes. C'est les urnes qui donne qui est majoritaire, qui est minoritaire. Ils vont aux élections là maintenant, en 2022, il y aura les élections présidentielles. Mais qu'on attende 2022 pour savoir si Macron encore est populaire ou pas, est majoritaire ou pas. Même les sondages ne donnent pas la vraie réalité de ce qui est ou de ce qui sera. C'est les urnes. Mais ce que je veux dire, si vous permettez, c'est que rien, on ne peut pas exprimer ses rancœurs, ses problèmes, par des actes physiques, en portant atteinte physiquement à des gens. Non. Vous échangez. Vous pouvez ne pas être d'accord. Comme on le dit souvent, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me bats pour que tu puisses t'exprimer. C'est ça la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais est-ce que quelque part, comme le disait tout à l'heure dans son argumentaire, oui. Habib Arandessi, est-ce que vous ne pensez pas que si rien n'est fait pour pallier à cela, de pareils actes peuvent se perpétrer en Afrique? Parce que tout à l'heure, Habib Arandessi a donné des exemples où, il y a de cela quelques années, on a estimé que le mariage pour tous était quasiment impossible en Afrique, puisque ce n'est pas du tout en cohérence avec les valeurs que promeut les différentes ethnies africaines. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les mariages entre hommes et animal, c'était pas, des animaux plutôt, j'allais dire, c'était pas possible par le passé. Aujourd'hui, ça commence à être progressivement possible. Même quand je prends l'association des homosexuels, ils ont aujourd'hui des associations qui reconnaissent leurs droits. Est-ce que vous ne pensez pas que de pareilles expressions dans un monde où les gens appellent à la liberté d'expression, à la liberté de la démocratie, est-ce que vous ne pensez pas que de pareils actes pourraient se perpétrer en Afrique les jours à venir? Je dirais que comparaison n'est pas raison. Ça, c'est clair. La liberté, trop de liberté tue la liberté. La liberté ne peut pas entraîner
des actes d'anarchie. Si ça doit aller vers là, ça devient liberticide. Ça tue la liberté. Non, rien. Vous avez parlé des actes de société, des faits de société. Aujourd'hui, où on est en train de légaliser l'homosexualité, tout cela. Bon, c'est des faits, ça évolue. Mais on n'est pas... c'est pas le même paramètre. Il ne faut pas voir les deux faits-là sous le même paradigme. Parce que se lever pour chiffler un chef d'État, nous parlons, il y a beaucoup de choses qui entourent ça. Hein. La sécurité présidentielle, il a pris des risques, celui-là. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il peut être tué. Il peut être tué parce qu'on va parler, on va dire, on va le justifier par le fait que c'est la sécurité du président, c'est l'intégrité personnelle, physique du président qui est en jeu. On peut le tuer. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Oui, ça n'a pas été fait. Donc, ça, mais sous d'autres cieux, ça peut être fait. Pourquoi aller chercher, aller tirer le diable par la queue? Quel que soit ce que tu reproches à la Habib a dit gestion. tout à l'heure que c'est parce qu'il veut exprimer quand même. Mais non, on n'exprime rien dans la violence. Et c'est ce qu'on s'évertue à dire à certains. Rien ne s'exprime dans la violence. Parce que après la violence, ce qu'on a toujours constaté, regardez les pays dans lesquels il y a des guerres et tout ça là, ils finissent par s'asseoir autour d'une table. Mais pourquoi avoir fait couler autant de sang d'abord? Ils finissent par s'asseoir autour d'une table pour discuter, pour échanger, pour s'entendre. Si ce n'est que le même pays, on est obligé de s'entendre pour gérer le pays. Pour gérer le Parce pays. que c'est notre pays. Rien ne se fait dans Avant la de violence. revenir au Bénin, il y a un tour de table. Habib Andessi, quelle appréciation faites-vous de la gestion qui a été faite de cette situation par la garde rapprochée du président Emmanuel Macron? Il aurait pu se faire tuer, comme l'a évoqué tout à l'heure Elo Amouchi. C'est en ça que je dis la France est une grande démocratie. Les États-Unis d'Amérique, c'est une grande démocratie. Je vous ai dit une fois sur ce plateau, et les événements post-électoraux aux États-Unis, quand Trump a perdu les élections, c'est pour la première fois dans ma vie de jeune, j'ai vu un président de la République en exercice qui se met en opposition contre un processus électoral. C'est de la grande démocratie. Un président de la République en exercice qui appelle ses militants à se lever contre un processus. Parce qu'il n'a pas la même mise sur les institutions. C'est la force des institutions. Il en est de même pour ce qui s'est passé la fois dernière. Les gens disent, c'est ce que nous voulons copier. Ah, bien sûr. Parce que si c'était au Bénin, il ne fera pas 2 secondes. On allait la battre. Mais le simple fait d'abattre un citoyen français peut faire plier le gouvernement de Macron. C'est des gens qui ont atteint un niveau, c'est des gens qui sont préparés même pour ces événements. Pour vous dire quoi, je n'encourage pas. Mais pareil, dans les pays occidentaux également, c'est pas possible. Les gens ont cité dans les commentaires le cas de la Russie, le cas d'autres pays où les gens estimaient que c'est quand même pas du tout possible que quelqu'un puisse se lever. Je prends des exemples des pays démocratique. Mais on parle de démocratie, on parle aussi on veut développer aussi le pays. On veut que la population se porte mieux, qu'il y ait quand même une certaine avancée sur le plan technologique. Écoutez, pas un pays démocratique. Non, écoutez, je ne prends pas le Bénin comme un pays démocratique. Ce n'est pas la Russie que je vais prendre comme c'est moi. Qu'est-ce que vous mettez dans la démocratie alors? Je ne prends pas le Bénin comme un pays démocratique. Ce n'est pas la Russie où on modifie la constitution à la guise du président, au gré du président à tout moment, pour prolonger à tout moment son mandat. C'est-à-dire, on dit, tu arrêtes ton mandat à deux ans, par exemple. Demain, on manipule les instances, on renouvelle ce qu'on est en train de faire au Bénin. Ce n'est pas ça la démocratie. Ça, c'est la volonté d'un individu qui est arrivé à embrigader les institutions. Quelle est votre appréhension de la démocratie? La démocratie, c'est la réelle séparation des institutions du pouvoir et une classe politique qui répond valablement aux aspirations du peuple. Et mon aîné, tout à l'heure, écoutez, je vais oublier l'idée que je voudrais développer. Mon aîné disait tout à l'heure qu'il faut attendre 2022 pour savoir si Emmanuel Macron est minoritaire ou pas. Je reviens dans mon pays, le Bénin. Il y a des présidents qui sont minoritaires.
qui, à une élection réglementaire et réelle, ils allaient trouver à peine 5%. Je prends l'exemple du président de la République, Patrice Talon. Mais qui ont tout fait pour qu'il y ait une élection entre eux, en tout cas entre amis. Lorsque vous parlez de démocratie, ça ne permet pas en réalité de voir l'expression populaire. Quel est pour vous le modèle démocratique qu'il doit avoir pour que le pays soit développé? Parce que par le passé, vous avez estimé que la démocratie se portait très bien par le passé, alors que par le passé, c'était le moment où vous et bien d'autres, à travers des mouvements comme Mercredi Rouge et bien d'autres, avaient dénoncé la corruption, la mauvaise gouvernance et bien d'autres. Mais c'était sous cette démocratie que vous avez estimé encore bonne, où il y avait ces faits, et aujourd'hui, où c'est décrié, vous trouvez que la démocratie, elle est à mal. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que je ne compare jamais le pire au mauvais. Je ne fais pas cette comparaison. Et c'est d'ailleurs pourquoi je ne... Sous quel régime, selon vous, la démocratie était bonne? S'il vous plaît. Oui, sous quel régime? Notre démocratie, en réalité, doit évoluer. Ce n'est pas de la mathématique. Elle doit évoluer par le renforcement de nos institutions. Elle doit évoluer par des élections libres. Elle doit évoluer par l'expression, la prise en compte de l'expression populaire. Moi, je me suis battu sous Boni Yaye contre un certain nombre de faits qui ne favorisent pas notre démocratie. Et sous Talon, je continue de défendre les mêmes causes. Je suis dans une certaine constance parce que hier, je ne peux pas dire l'embrigadement de l'OETB est mauvais pour la liberté de la presse et autres. Et sous Talon, je vais accepter que OETB là, qu'on présente que Talon est bon, que ce TAT est bon. Je ne peux jamais dire ça. Pour vous dire quoi? L'acte, pour finir, l'acte de ce citoyen français, je parle de ce citoyen français. Si nous continuons à prendre ce TAT comme un fait comme ça, ce n'est pas bien. Et nous continuons à prendre notre référence, c'est notre éducation comme référence. Nous serons étonnés de voir des actes du genre dans notre très cher pays, le Bénin. Et nous allons dire, hier on avait dit ci, et on va continuer avec des discours normatifs. Alors dites-nous, Éloi Virgile Amoussou, est-ce que selon vous, le Bénin n'est pas un État démocratique? Et deuxième question au cours de votre argumentaire, est-ce que vous pensez que le modèle démocratique béninois ne promeut pas la bonne gouvernance? Le Bénin, à mon point de vue, est un État démocratique puisque les institutions fonctionnent normalement. Il y a eu des élections. Est-ce que vous ne pensez pas, comme le dit, est-ce que vous ne pensez pas, comme le dit, là, le président Patrice Talon, Habib dit que les élections elles sont manipulées. Est-ce que qu'est-ce qu'on met dans la manipulation? Est-ce que tout ce qui se fait n'est pas légal? Vous avez le droit quand un député dit par exemple que lui seul il a estampillé plus de 12 cadets qui n'est pas inquiété, nos institutions fonctionnent comme ça. Vous permettez, Habib Andessi. Vous avez le droit de critiquer. C'est ça aussi la démocratie, puisque vous êtes en train de critiquer. C'est ça la liberté. Donc vous jouissez dans ce pays démocratique. Ailleurs, vous n'auriez pas eu ce droit-là. Dans ce même pays, le Bénin, des gens ont parlé, ils sont aujourd'hui en prison. Donc, dites-vous que la démocratie fonctionne bien au Bénin. La démocratie, c'est quoi? Il y a les institutions, comme je viens de le dire. Vous parlez de députés. Vous avez le droit de ne pas aller voter pour eux. Mais n'injuriez pas ceux qui se sont déplacés pour aller voter pour eux. Ils ont aussi ce droit d'aller. Donc, reconnaissez aussi, autant vous avez ce droit de ne pas aller, mais reconnaissez-leur le droit d'aller voter pour ces gens-là. Donc, reconnaissez qu'ils ont une certaine légitimité. Parce que moi, je me suis levé pour aller voter pour ces députés-là. Ça veut dire donc, reconnaissez plusieurs fois, reconnaissez qu'ils sont dans une certaine légalité parce que la loi a prévu les formes dans lesquelles ils seront élus. Et le bourrage des urnes. Et c'est ça la démocratie. Le bourrage des urnes, je crois que les instances qui sont chargées de vérifier sont là pour le faire. Vous et moi, on n'est pas habilités à le faire. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça, c'est avéré, vous avez attrapé, vous l'avez appris par des réseaux sociaux, tout ça là. Donc, moi, je n'attache pas de prix à ça. Donc, pour vous dire, même si
C'est avéré. Est-ce que vous pensez, comme C'est- l'a dit tout à l'heure aussi, pour évoluer dans le débat, Oui. par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Habib Marandi, est-ce que vous pensez que l'élection présidentielle de 2021 a été une élection présidentielle entre copains? Pour le résumer ici. Je ne sais pas si Corentin Coré, le candidat Corentin Coré, est un copain de président Patrice Talon. Je ne sais pas si l'ancien ministre d'État, Soumanou Diemba, candidat de FCBE, est un copain de Patrice Talon. Je ne sais pas. Donc, si on me dit que c'est une élection de copains, alors là, donc, ça veut dire que tout le monde est copain. N'oubliez pas que Patrice Talon et Yaïbouni sont des copains. Donc, tout le monde est copain dans ce pays. N'oubliez pas que Patrice Talon et qui vous voulez, Sébastien Javon, ils sont des copains. Ben oui. Donc, qui n'est pas copain de qui? Donc, élection de copains, si vous l'entendez comme ça, je dis oui, je vous le concède, mais il y a eu élection en bonne et due forme, il y a eu des candidats. Talon n'a pas été seul aux élections. Ce n'est pas son duo seul qui s'est présenté au Béninois. Il y a eu au moins diversité de candidatures. On a eu des projets de société différents. Ça nous a permis d'apprécier. Moi, j'ai suivi la campagne, j'ai participé en tant qu'acteur à la campagne, mais j'ai suivi aussi les autres qui ont présenté, qui ont dit autre chose que ce qu'a dit mon candidat, mon duo. Et donc, pour vous, il n'y a pas eu de figurant. Oui, mais pourquoi ils iront aux élections? Ils vont sillonner tout le pays pour être figurants. Vous ne voulez pas qu'eux aussi gagnent? Ils se sont mis dans la bataille, ils ont dépensé de l'argent, ils ont risqué leur vie parce qu'ils sont dans des véhicules, ils ont traversé Moïse-Vallée pour être des figurants. Qui veut être des figurants? C'est quoi? C'est eux, leur maman ne peut pas faire des enfants intelligents. Ils ont été candidats, ils ont payé la caution, c'est parce qu'ils ont cru en eux, ils pensent qu'ils peuvent gagner et ils ont été. Donc il n'y a pas de figurants. Mais quand on me dit, je ne sais pas quel standard on donne pour qu'une élection soit démocratique, je ne sais pas. Nous, dans notre pays, il y a plusieurs candidats. C'est qui note? Il y a les agents de notation qui permettent de dire que telle démocratie est bonne ou telle démocratie n'est pas bonne. Je ne sais pas ce que... Oui, allez-y. Je ne comprends pas. Donc, moi, j'ai voté. Et je me réjouis que au moins la moitié du peuple béninois, donc des électeurs potentiels, ont été aux urnes. Et donc, selon pour vous, voter. la démocratie béninoise se porte à merveille. Très bien. Très bien. Nous allons évoluer dans le débat. Nous parlerons de la cherté des denrées de première nécessité. Dites-nous, Éloi Georgina Moussou, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous? Vous savez, c'est un phénomène je dirais, c'est une suite. Il n'y a pas eu de pluie. Tout le monde constate ça aujourd'hui. La pluviométrie a été très très réduite pendant cette période. On attendait les pluies de pluie. On n'a pas eu. Donc ça veut dire que au niveau des productions vivrières, quand les produits vivriers ne sont pas sur le marché, ça s'explique. Il y a un renchérissement des coûts. Parce que la demande étant là, forte, et l'offre ne suivant pas la demande, il y a un renchérissement. Mais maintenant, ça agit sur les autres produits parce que c'est le même qui vend les produits vivriers, c'est celui-là qui va aller acheter. Ou c'est le même qui vend, par exemple, l'huile importée, c'est lui qui ira acheter dans le même marché des produits vivriers pour pouvoir manger. Si lui, il n'arrive pas à trouver les produits vivriers, il arrive du moins à acheter les produits vivriers chers, ça va agir sur le prix. Donc, c'est comment dirais-je, un effet boule de neige. Aujourd'hui, le gouvernement a pris ses responsabilités. Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a cette situation de pluviométrie où les prix, il y a renchérissement des prix. Le gouvernement a dit qu'il va intervenir et ils ont les mécanismes de stabilisation ou trucs pour intervenir sur le marché. Le gouvernement peut subventionner un certain nombre de produits qui sont des produits de première nécessité. Je crois qu'ils sont en train de réfléchir. Ils l'ont dit au Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, il a été question de ces trucs-là. Donc, le gouvernement va prendre ses responsabilités. Je crois que
aucun chef d'État ne peut voir souffrir son peuple. Ne Et peut c'est pas voir pour la souffrir première son fois, peuple. c'est pas pour la première fois on note cette situation-là. Cette situation quand même. Alors dites-nous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette cherté des denrées de première nécessité selon vous, Habib Randessi? Le ciment désormais a pris de la valeur. Et le fait, au-delà des produits, il faut aller au-delà de ça. Tout coûte aujourd'hui cher. C'est à cause de la pluie, le ciment a pris de la valeur. C'est trop facile de parler de pluie. Des gens qui sont à la tête de ce pays passent tout le temps à endetter le pays. Ils passent tout le temps à créer des taxes et impôts. On crée des problèmes aux opérateurs économiques. Nous sommes asphyxiés. Vous pensez ça? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit que le gari de 50 francs hier, ou non, de 10 francs ou bien de 15 francs hier coûte 50 francs aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la pluie. Non, ce n'est pas à cause de la pluie. C'est à cause des difficultés que vous créez. Je parle de ceux qui gèrent le pouvoir. Vous pensez que les taxes et les impôts ont un impact sur les Ben, qu'est-ce qu'on appelle droits indirects? Je vais vous dire comment on calcule, comment on fait les impôts là, comment l'État. Quand le monsieur ou bien la dame va payer le sac de gari à la source à 20 000, hein, je donne l'exemple à 20 000, et que pour les tracasseries douanières, les impôts, la même dame doit payer plus de 20 000 ou bien 15 000 comme impôts, le sac lui revient à 35 000. Parce qu'elle met tous les impôts dessus avant de prendre le gari par morceau pour vendre à chaque citoyen. C'est ce que nous on appelle les droits indirects. C'est-à-dire ce que nous payons les impôts sans savoir exactement que nous payons des impôts. Au-delà de ceux qui ont des entreprises et à qui on amène des États, tout ça là. Mais quand tu paies le gari, quand tu paies l'allumette, tu payes l'impôt. Parce que celui qui veut te vendre ce produit a déjà calculé tout ce qu'il a subi comme tracasserie douanière, comme impôt sur ça avant que tu ne viennes payer. Le jour où on va diminuer, par exemple, les taxes sur véhicules, les taxes sur, je donne des exemples comme ça, vous allez remarquer que ces produits vont baisser de coût. Ah, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, quand on passe tout son temps à endetter un pays, on dit que nous avons une économie qui se porte très bien. Ouais, on nous donne même des titres de meilleur ministre d'économie. Et que nous, chaque mois... Ça vous dérange? Non. Le Bénin est meilleur? Non, mais écoutez, un pays meilleur. Le Bénin est meilleur, c'est pour nous tous. Je suis béninois. Oui, mais quand on dit que nous sommes pays, on n'est plus dans pays pauvre, tellement pauvre endetté ou bien pépé. Comment on appelle ça même? J'ai oublié. On a désormais un pays à revenu intermédiaire. Et que vous nous parlez aujourd'hui et que nous-mêmes nous crions au quotidien que ça ne va pas, que la famine est en train de s'élargir, est en train de s'imposer, et que la misère règne en maître incontesté. Il y a lieu qu'on se pose des questions sur ces titres qu'on reçoit. Mais il n'y a pas ce mois que le Bénin ne va pas sur le marché financier. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Il y a encore une troisième raison. Allons-y pas à pas. Quand on supprime les institutions qui étaient chargées, les organismes ou bien les petits trucs créés par l'État pour subventionner. Les meetings? Non, je parle de l'ONASA. Je parle de l'ONASA, par exemple. Des cadres. Oui, des cadres qui permettaient quand même à l'État de subventionner les produits de première nécessité. Vous savez comment on a géré s'il vous plaît. Oui? Je pense que notre démocratie donne le pouvoir à un État ou à un gouvernement de faire le ménage et de renforcer ce qui existe. On vous a compris. On a mal géré, on peut renforcer. Est-ce que vous pensez, Loi Vigela-Moussou, comme l'a dit tout à l'heure Habib Randessi, que ce sont les impôts, les taxes qui font que tout est cher désormais au Bénin, que c'est parce que le Bénin va tout le temps sur le marché financier qui fait que la vie devient de plus en plus chère au Bénin? Je ne vois pas le lien entre l'endettement du pays et la cherté de la vie. Bon, je ne sais pas ce que mon ami veut dire par là, parce que les produits vivriers, quand on prend l'exemple des produits vivriers, je me demande, bon, mon ami, j'espère qu'il va sur les marchés, quand il va parler de taxes pour nos mamans qui se lèvent, qui vont au marché de Rebo, qui va acheter du maïs, qui va acheter
du Gari. Quand il parle du Gari, il parle de... On ne peut pas parler de pluie. Le manioc est produit comment? Le manioc, s'il n'y a pas de pluie, le manioc peut sortir. C'est à base du manioc qu'on fabrique le Gari. C'est basique, ça, là. Le maïs, s'il n'y a pas de pluie, comment on peut avoir le maïs? Et si le produit n'existe pas, les prix vont augmenter. Parce que la demande étant ce qu'elle est, ça joue sur les prix. C'est la péréquation, équilibre entre demande et l'offre. Le produit n'existe pas. Donc, il faut pas mélanger. On n'a pas besoin de... les bonnes femmes qui vont acheter sur les marchés, nos marchés dans les villages à Sékou, à Glo, à Rego, où j'en passe, à Glazoué. Vous parlez de quelle tasse là, quand il va acheter? Vous parlez de quelle tracasserie douanière? Aujourd'hui, le Bénin est un des pays modèles dans la sous-région. Il n'y a plus de tracasserie parce qu'il n'y a pas d'exportation. Vous pensez que le gars qui quitte Glazoué pour venir à Cotonou, les douaniers vont arrêter où? Donc, donner des exemples qui sont pratiques. La pluviométrie intervient pour beaucoup. C'est ça d'abord l'une des raisons. Maintenant, vous parlez d'endettement. L'endettement, vous pensez que pour un pays puisse se développer, vous pensez qu'on puisse le faire en autarcie? Le pays est obligé de s'ouvrir. Le Bénin n'est même pas endetté. Les pays les plus endettés du monde, ce sont les grandes nations, les grandes puissances. Le Japon, allez chercher, allez voir les chiffres. Le Japon est le pays le plus endetté du monde. Vous voyez à quel niveau il est? Le pays le plus endetté du monde. Allez voir les chiffres. Vous saurez. Ben, si un pays ne s'endette pas, il ne peut pas se développer. Mais par rapport aux standards de l'UEMOA, tout ça là, le Bénin n'est pas encore très endetté. Hein. On est dans les normes. Pour vous dire, l'autre chose, comme on dit, on ne prête qu'à quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Si le Bénin va sur les marchés et aujourd'hui rencontre de succès, c'est parce que notre pays est devenu un pays sûr pour les investisseurs. C'est parce que notre pays est devenu un pays de confiance pour les investisseurs. C'est parce qu'on a confiance en ce qui se passe. Ça là, c'est très important. Vous pensez que quand on parle de... Bon, ça peut être des thèmes barbares pour certains, mais les agents de notation, quand on dit que tel pays est à tel niveau, ça joue sur les taux d'intérêt qu'on applique pour les dettes. Les prêts qu'on fait là. C'est ces agents de notation qui disent ce pays-là, par rapport à sa politique, par rapport à son économie, est sûr. Donc, les taux d'intérêt peuvent être moindres. C'est ça ce qui est important. Ben, vous êtes tous d'accord que quelque chose se fait dans le pays aujourd'hui, qu'il y a changement. Vous pouvez dire, comme au temps passé, comme sous Soglo, on a voulu enlever le président Soglo dans ce pays, on dit pavé Binadoua. Mais on a pris l'habitude de passer sur ces voies pavées-là en sautant. Aujourd'hui, l'asphaltage, tous les investissements qui se font, les trucs dans l'énergie solaire, les trucs dans l'électricité, tout ça là, c'est de l'argent. Il faut aller chercher l'argent quelque part. Donc, quand on parle d'endettement, comme si le Bénin est le seul pays au monde qui le fait, on est heureux d'ailleurs qu'on trouve des gens pour prêter de l'argent au Bénin. Parce que peut-être avant, notre pays n'était pas si crédible pour qu'on trouve des gens pour... On est heureux aujourd'hui. Parce que c'est une question de crédibilité. C'est une question de crédibilité. Voilà. Alors, Habib Maradi, vous avez suivi tout à l'heure Éloi Avijamoussou qui vous a répondu, qui dit qu'on ne prête qu'à ceux en qui on a de la confiance de pouvoir rembourser et que le pays le plus endetté au monde est le Japon. Pendant longtemps, d'ailleurs, on dit que le pays le plus endetté au monde sont les États-Unis, qui constituent quand même la première puissance au monde. Est-ce que vous ne pensez pas que le Bénin marche progressivement vers un chemin épris d'avenir et d'espérance? Avant de revenir à votre question, je pense que quand je prends le maïs et le coton, je prends deux exemples, maïs et le coton, entre les deux produits, qui a besoin plus d'eau, de pluie? Parce que c'est le coton. Mais le coton n'a pas de problème, bizarrement. Mais le maïs a des problèmes. C'est pour vous dire quoi? Les gens jouent dans là où ils trouvent leur intérêt. On bat toujours le record en matière de coton, de la production cotonnière. On fait toujours le lot de notre pays, non? Pourquoi le coton n'a pas de problème?
pour revenir... Est-ce qu'il faut inviter Non, s'il vous plaît. les gouvernants à avoir J'estime beaucoup que plus de regard? la pluie, on ne peut pas Vous voulez prendre qu'on finance on ne peut qu'on pas- par le passé, on ne qu'on peut finance pas- par le passé, qu'on alloue des budgets pour appeler la pluie, parce que le passé on a vu ça, où il y avait des budgets qui Et- étaient alloués pour financer l'appel à la pluie, moi, l'appel de la pluie. moi, je suis un citoyen. Et quand il y a problème, j'attaque directement ceux à qui j'ai remis le pouvoir Mais qu'est-ce que vous et voulez les proposer? moyens pour diriger Parce le qu'un pays. jour, vous payez, Écoutez, un jour, c'est- écoutez, nous sommes, moi je dis, on ne peut pas continuer à asphyxier le peuple béninois. Et dans le même temps qu'on nous asphyxie, qu'on lutte contre la corruption, ça nous fait d'économies. Et on passe tout son temps sur les marchés financiers. On ne prête pas qu'à ceux qui sont crédibles, ce n'est pas ça. La théorie de la dette dans la zone franc, c'est-à-dire dans les colonies françaises comme notre pays, ce n'est pas la même conception avec les États-Unis, l'endettement aux États-Unis, la dette des États-Unis, qui nous prêtent même de l'argent. Qui sont ceux qui sont derrière le fait de prêter de l'argent et qui récupèrent après par une autre politique. Nous rentrons là dans la géopolitique, hein. Nous rentrons dans la conception de la France-Afrique. Nous rentrons dans plusieurs conceptions. Pour vous dire quoi? Le Bénin, aucun pays comme le nôtre, et Thomas Sankara l'a bien dit, et beaucoup de panafricains l'ont dit, aucun pays dans notre situation ou bien dans notre position ne peut se développer avec les endettements anarchiques. Et moi, j'en parle tellement parce que c'est nous, notre avenir qui est en jeu. Ceux qui sont là ne viendront pas payer les dettes. C'est nous. Parce qu'ils vont partir, c'est nous qui allons diriger le pays. Parce que le pouvoir, c'est une question de génération. Ils vont partir, ils vont se ranger dans leur chambre. Ils ne verront même plus, ils vont vieillir. Et nous serons en train de traîner ces trous qu'on nous crée. Pour vous dire quoi? On ne peut jamais encourager. Et aucun développement n'est possible dans l'endettement anarchique. Moi, je suis strict sur ça. Les institutions de subvention des produits de première nécessité comme Onaza Cadet. Mon aîné a parlé tout à l'heure de malgestion, on a mal géré les fonds. Je suis d'accord. Et nous avons tous fait le combat, nous avons tous dénoncé ça dans ce pays. Mais je dis, c'est un acquis en réalité qu'on devait renforcer. On viendra au niveau de cela. Mais malgré qu'il y avait l'ONASA, il y avait les Cardets, il y avait eu des périodes où le riz était cher, le gari était cher, écoutez, malgré qu'il y avait ces structures en place. Écoutez, oui. Et en ce moment, on avait entendu qu'il fallait allouer des budgets pour subventionner l'appel à la pluie. La rupture avait deux responsabilités. La première responsabilité, parce que j'ai mis en place, j'ai participé à l'installation de ce pouvoir. Et je vais vous dire les espoirs, c'est-à-dire les objectifs. La rupture avait deux responsabilités. La première, c'est de contrôler nos acquis, c'est-à-dire les mauvaises gestions, stop. Et la deuxième, c'est de renforcer nos acquis. Ce n'est pas de les détruire et de créer quelque chose de parallèle qui est privé. Et de ça, on soutient, on trouve de l'argent, on trouve des intérêts personnels. Non, on pouvait renvoyer tous ceux qui ont mal géré au NASA, parce que je suis d'accord qu'il y a problème de gestion au niveau de CADER, au niveau de ONASA. On pouvait les traduire normalement, sans des pressions politiques, et renforcer ce qui existe pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mais on n'a pas fait ça, on a tout supprimé. Aujourd'hui, on dit que, et on fait un conseil des ministres pour dire, c'est la même chose, il veut reprendre, c'est la même chose. C'est pour vous dire que ce pouvoir qui est en place, qui est devant nous, n'a pas un réel programme sur le plan social. En tout cas, un réel programme pour l'amélioration des conditions de vie de notre le gouvernement en population. place actuellement depuis avril 2016, si on peut le dire ainsi, puisque l'association quinquennale n'a pas un programme social. Ben, je vois que tout ce qui s'exécute aujourd'hui, depuis 2016, sont dans l'ordre normal des choses, participent d'un programme. Ou quand vous parlez de les chantiers qu'on a vus là, les chantiers qui s'exécutent, c'est des gens qu'on a ramenés de l'extérieur ou c'est des Béninois qui travaillent sur ces chantiers. Le social, c'est pas ça. On a réorganisé le secteur de la microfinance. Oui, parce que pour vous renchérir, oui. Lorsqu'on a évoqué, par exemple, le cas de la pluviométrie, il y en a qui ont dit que
les travaux de construction des routes également seraient la cause du manque Non, de pluie parce que les entrepreneurs se négocient avec je peux dire ainsi, les bocanons, comme Non, on le dit chez vous nous, n'allez pas de la croire zone ça. pour ne pas que Vous n'allez il y ait pas pluie croire parce ça. que la Non, pluie je ne crois pas. dérange les travaux. Je ne crois pas. Je ne crois pas que... Parce qu'il y a eu également cet argument. Oui, mais parce que nous sommes des gens responsables. On réfléchit là. Qu'on puisse donner de l'argent pour arrêter la pluie. Mais par le passé, il y avait des budgets qui étaient La alloués à ça. période, la saison Ça veut dire que pluvieuse, ça existe. pendant la chez nous, saison au Bénin. pluvieuse, les gens vont vous dire qu'il est difficile de faire ce genre de manœuvre parce que tu retiens, ça va tomber nécessairement un jour. Tu peux retenir Non, tout le temps, mais ça va tomber un jour. Éloi Mousso, Bon, on donc, vous connaît quand même, vous avez eu bien. un parcours militantiste sur le plan politique. Vous savez très bien qu'au Bénin, Oui. il y en a dont, je dirais, le boulot, le travail. Oui. Si vous êtes administrateur des impôts, si vous êtes peut-être géomètre ou autre, eux, leur travail, c'est d'appeler la pluie Mais et de l'empêcher Et je de vous tomber. dis, Il y en a qui ont je tout ça vous pour dis, travail. tu peux retenir le temps que ce soit retenu, mais ça va tomber un jour. On est dans la saison pluvieuse, mais c'est un autre phénomène. Vous savez que le changement climatique, aujourd'hui, c'est mondial. Un président l'a dit. La planète est devenue, c'est un village planétaire. Tout ce qui se fait ailleurs a des impacts négatifs sur sur notre vécu quotidien aujourd'hui. C'est ça. Mais je dois dire, quand mon frère parle de mauvaise gestion, ou du moins on supprime ou on liquide des sociétés pour en créer d'autres, pour son propre bien ou pour son propre... Je ne comprends pas de quoi il parle. Mais regardez aujourd'hui, dans le secteur agricole, la réforme des cadres en créant les ATDA. Là. Il y a eu des réformes. C'est parce que là-bas, c'est des études. On ne se lève pas pour prendre une décision. Aujourd'hui, le pouvoir qui est là, au moins, avant de prendre une décision, il y a de la méthode. Il y a de la méthode dans les actions qui se font. On fait d'abord des études. Et de ces études découlent des propositions. Et c'est ces propositions qui sont mises en pratique. C'est pour ça, si au NASA, parce que le trou était béant, vous reconnaissez avec moi qu'il y a eu beaucoup de situations dans la gestion de cet office-là. Mais si on a compris qu'au NASA, on ne pouvait pas le laisser en l'état, le gouvernement l'a dissous. Mais par contre, les cadres, on a réformé, on a repris les cadres. C'est les études qui ont donné ça. Donc, c'est vous dire que les décisions qui se prennent aujourd'hui sont très réfléchies. Ça vient, Justement, c'est une suite logique, parlons un certain nombre de démarches logiques. décisions réfléchies Oui. pour ceux dans ce débat, puisque nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Nous allons quand même dire un mot sur la restructuration de la Sonacop SA. Habib Arandessi, vous avez suivi le Conseil des ministres de cette semaine qui a pris des décisions dans ce cadre. Il a été même décidé même de payer certaines arriérés de salaire et également certaines dettes qui étaient liées quand même aux prestataires de services. Et devant certaines stations ou devant des stations de... Oui, l'État cède des stations privées. L'État. Écoutez, tout ce qui est privatisation, gestion déléguée, moi je suis allergique à ça. Vous êtes allergique. Ce qui appartient à l'État est à améliorer et à renforcer. Mais on a entendu un chef d'État dire que l'État n'est pas commerçant. S'il vous plaît, ce n'est pas... Il y a des secteurs que l'État ne peut jamais confier à un privé. Parce que c'est des secteurs vitaux. C'est des secteurs vitaux. C'est comme le port autonome de Cotonou. Le privé, je vais vous dire quelque chose, le privé, c'est l'intérêt. Mais pendant longtemps, la Sonacop elle était publique, comme vous le dites, ainsi, elle fonctionnait sur le plan du public, mais vous et moi, nous savons quelle a été la gestion. Et quel est le centre de la rupture alors? Quel est le centre de la rupture alors? Est-ce que depuis que Patrice Talon est là, par exemple, est-ce que vous voyez encore des tickets de valeur qui se monnaient comme par le passé? Est-ce que vous voyez encore... Écoutez, pour l'affaire de Sonacop, j'ai toujours fait des critiques par rapport aux stations GNP qui sont installées. Parce que j'ai compris qu'en réalité, Patrice Talon a la capacité, la force et l'intelligence, le génie nécessaire de rendre Sonacop célèbre et bien structuré sans faire intervenir un privé.
Pour vous, Patrice Talon peut le faire. Il peut le faire. Parce que quand je vois les stations, moi j'ai fait certaines recherches, hein, je n'ai pas encore assez de matière pour démontrer. Mais ceux qui sont cachés derrière, vous connaissez ceux qui sont cachés derrière l'installation des GNP là? Vous les connaissez? Peut-être que, non. a montré la réponse à votre question. On peut dire oui, Sonacop est mal géré, a été mal géré. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a eu la rupture. Il y a eu un pouvoir. Ça m'énerve, moi, personnellement, quand on veut justifier ce que nous avons défendu hier pour installer un pouvoir dans l'espoir d'avoir des réponses. On n'a pas installé Patrice Talon pour qu'il supprime Sonacop, mais pour qu'il fasse le ménage. C'est pas supprimer, c'est restructurer. Non. Tout ce qui est. Non. Écoutez, et c'est des jeux de mots. Moi, je ne suis pas dans des jeux de mots, je suis dans des thèmes un peu terre à terre. On ne peut pas liquider Sonacop. C'est grave. On crée deux problèmes à l'État. Le premier problème, c'est le capital humain qu'on a convié à la maison, les chômeurs, les milliers de chômeurs, les travailleurs de Sonacop. C'est eux. Ils souffrent aujourd'hui. Ils crient au quotidien. Chômage. Le deuxième problème, c'est le fait de tuer un acquis de l'État et de le donner au privé. Ça va rendre notre vécu, ou bien notre vécu encore, notre quotidien plus cher, plus difficile. Parce que quand le privé intervient, on sait comment ça se passe. Mais l'État est là pour réguler. On sait comment ça se passe. L'État est là pour réguler. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Et je prends Kérékou, le président Kérékou au mot. Ben oui, on ne peut pas développer un pays où les secteurs vitaux sont au privé. Depuis que les privés sont là, oui. On n'a pas vu... Sur les partenariats publics-privés. Oui, ben, on n'a pas vu les prix des produits pétroliers monter en flèche. Hein. Nous ne sommes pas dupes. Parce que les prix sont fixés. Nous ne sommes pas dupes. Les prix sont fixés par le Conseil des ministres. Oui. Ça là, c'est du domaine, c'est en partie du domaine régalien de l'État. C'est pour vous dire, ben, on a fait l'expérience ici. Quand vous parlez de on a tué, la Sonacop s'est tuée elle-même. Non. Vous voulez que... Ben, comment? Vous êtes dans ce pays. Vous avez donné l'exemple des tickets valeurs. On a vu ce que... Il y a le dernier directeur général, notre candidat à la vice-présidence, il est venu, il a ramassé les tickets valeurs de toutes les structures qui en possédaient. Est-ce qu'il leur a payé les sous avant de partir? Il n'a jamais fait ça. Ce n'est plus une société qui tenait. Ce n'est plus une société. C'est vous dire quoi? Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Aujourd'hui, que cette société a des problèmes. Vous devez voir quand les privés sont rentrés dans le secteur. D'abord, je dirais que le président, c'est un visionnaire. Excusez-moi de le dire. Parce que si les privés n'avaient pas été là, la situation qu'on a connue avec la fermeture des frontières du Nigeria, on a évité des pénuries dans ce pays. Avant, on voyait, quand le Nigeria fermait une journée, on voyait les queues dans les stations. Vous avez noté ça? Le Nigeria a fermé pendant plus d'1 an. Est-ce qu'on a constaté ça? Donc, vous devez applaudir que le président ait pu restructurer ce secteur, le secteur de la commercialisation des produits pétroliers. La Sonacop ne pouvait pas tenir. Ça, reconnaissons-le. La Sonacop était moribonde. L'État subventionnait, l'État mettait de l'argent. On ne va pas continuer à mettre de l'argent. Mais il y a eu des décisions courageuses qui ont été prises dans ce pays. Vous voyez seulement, bon, mon cher, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Dans ce pays, dans le coton, chaque année, l'État subventionnait à coups de milliards, de dizaines de milliards. Et on n'avait pas les résultats dans le coton. Mais depuis 2016, il n'y a plus une once de subvention de l'État. Mais les résultats sont là. Oh. Et cet argent-là... Quel résultat? Pour quel impact sur le quotidien du Béninois? Oui, ben, vous ne voyez pas l'impact. J'estime que ça a l'impact sur allez vers les producteurs. Allez vers les producteurs. L'impact ne reste pas à Cotonou pour voir l'impact. Quel impact? Au contraire. Vous le saurez. Au contraire, ça tue nos terres. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être la base du fait que, puisqu'on a constaté que ce que nous déplorons avec la Sonacop, nous le déplorons également avec d'autres structures étatiques comme Béné Télécom et bien d'autres. Pourquoi, à chaque fois, l'État a failli
à sa mission au niveau des structures étatiques? L'État a failli à cause du clientélisme. L'État a failli à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de la corruption. Et c'est tout ça la réunie. Mais comment pallier à cela? Vous avez suivi le même conseil des ministres de cette semaine où on a vu au niveau du tourisme où il y a également des malversations financières qui relèvent de 2019. Malgré la création de la criette, malgré que les gens continuent de défiler devant la brigade économique et financière, on a comme l'impression que le mal persiste, que on dirait que c'est comme une pathologie comportementale de certaines personnes s'ils ne sont pas corrompus, s'ils ne gèrent pas mal, s'ils ne confondent pas les ressources publiques aux siennes, c'est qu'ils n'ont pas véritablement géré. Je pense qu'on Ou bien il y a un problème sociologique. Non, je pense qu'on a installé un pouvoir qui a des... Écoutez, bien avant ce pouvoir. Non, je vais répondre à votre question. Je pense qu'on a installé un pouvoir qui a des rôles, qui a des fonctions, une mission régalienne. Et dans ce contexte précis, nous avons installé un régime qui vient du mécontentement populaire. C'est d'ailleurs pourquoi je dis que ceux qui sont en face de nous oublient d'où ils viennent. Ils oublient de quelle source le pouvoir vient en réalité. Nous sommes dans un contexte où on prend les sociétés d'État, on investit des milliards, ça ne donne rien. On prend l'argent de l'État, on utilise ça comme on veut. On a marché contre ça. On a fait des mercredis rouges comme ça. On a dit ce qu'il faut, le système qu'il faut pour diriger le Bénin, pour renforcer nos acquis démocratiques. C'est le système de Patrice Talon, c'est-à-dire le candidat Patrice Talon est une solution à ces problèmes. Tu dois en être fier aujourd'hui. S'il vous plaît. Et si ce pouvoir, ce régime n'est pas arrivé à renforcer les acquis démocratiques, les institutions de l'État, les offices que nous connaissons. C'est votre avis, d'autres estiment qu'il a renforcé. S'il vous plaît. Et ils sont obligés de les liquider. Alors, ce pouvoir a échoué. Ce pouvoir a échoué et a trouvé la voie la plus facile pour se faire en réalité de l'argent. Le privé n'arrange pas le bas peuple. C'est du capitalisme, c'est de la petite bourgeoisie locale qui est renforcée. Est-ce que vous pensez que l'État a échoué selon vous? Les faits nous donnent raison. Les actes qui sont posés chaque jour nous donnent raison. Et c'est pourquoi le quotidien béninois devient de plus en plus difficile. L'État n'a pas échoué. L'État aujourd'hui, d'abord, ce qu'on a constaté, l'autorité de l'État a été restituée. Ça là, c'est vrai. Le Bénin est respecté dans le monde aujourd'hui. Le Bénin est respecté. Oui, parce que, quoi qu'on dise... C'est vrai que nous sommes rentrés dans le rang des pays de dictature, c'est vrai. C'est peut-être pour vous... Est-ce que vous pensez qu'on a échoué dans le relèvement des défis qui s'imposaient à lui depuis avril 2016? Les défis, on est en train, patiemment, avec... méthode, on est en train de relever ces défis-là. La preuve est là. Les réalisations sont là. Nous ne sommes pas aveugles. L'État a échoué comment? Regardez ce qui se fait. Je ne parle pas quand vous parlez du social. Je vais juste en arrière. Et que les autres n'ont pas fait aussi. Oui, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Vous ne pouvez pas nous parler des routes. Il y a certaines choses qui sont renforcées. Chaque régime construit des hôpitaux. Quand je prends, vous n'avez pas idée, aller dans les villages pour savoir, parce que l'enfant ne peut pas manger, n'a pas du gari à délayer à midi. Pour cela, l'enfant ne va pas à l'école. La cantine scolaire, dans le même temps, vous avez inscrit les coûts dans les collèges. Les filles n'allaient pas à l'école avec de l'argent. Maternelle, on ne payait pas de l'argent, mais aujourd'hui, on paye de l'argent de la maternelle jusqu'à l'université. Ah bon? Les cantines scolaires, vous avez transformé en une autre chose. Merci à vous. Souboni Yahi avait la gratuité de l'école et autres. Vous devez renforcer ça, mais non, vous avez l'argent. Habib Andessi, pour finir, un commentaire pour finir. Ce samedi, Irénée Agossa officialise son parti politique Restaurer la confiance. Quelles sont vos impressions à ce sujet? Je pense que j'essaie de ne pas trop aller en profondeur de ces genres de questions. Irénée Agossa est un citoyen béninois. Opposant au régime du président Patrice Talon. Écoutez, moi je suis citoyen, je suis accroché aux valeurs démocratiques. C'est un camarade dans l'opposition. La chose la plus chère. C'est un camarade à vous dans l'opposition. Non, c'est pas la même chose. Il a le droit de créer son parti politique. Et d'ailleurs, il a le contexte, il se retrouve dans une atmosphère qui lui favorise cela. Mais entre nous, c'est pour l'intérêt de qui?
Nous avons vu ce que Irénée Agossa et son copain, ce qu'ils ont fait au cours de ces dernières élections, où on a trahi tout un pas. J'estime, hein, c'est ma lecture de citoyen et d'observateur. Ça peut ne pas être le cas au niveau des autres, mais j'estime qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu traîtrise. Et aujourd'hui, ils ont légitimé, légalisé un pouvoir qui s'est installé au prix du sang, au prix des crépitements d'âme. S'il veut créer son parti politique, c'est toujours dans l'ordre normal de leur forfaiture. C'est toujours dans l'ordre normal de la machine installée. Éloi Vigila, il n'y a pas événement. Pour finir, Irénée Agossa crée son parti politique ce jour. Quelles sont vos impressions au sujet? Je lui dis félicitations. Je me rappelle, avec Irénée Agossa, on a fait la section universitaire de la Renaissance du Bénin. Ça fait des années en 1994. Et on a trahi les étudiants. En 1994. Et aujourd'hui, qu'il soit arrivé à créer un parti politique, je lui dis félicitations. Et c'est ça aussi la preuve que la démocratie au Bénin marche. Les gens sont libres. Ah bon? De créer leur parti politique. En prison, Joël Aïvo merci à vous, Éloi. Je rappelle que vous êtes libre. Non, je ne suis pas libre. Personne ne va m'arrêter. Des cadres pour la réélection du président Patrice Talon. Merci également à vous, Habib Arandessi. Vous êtes jeune acteur politique. J'ai fait la prison tout talent, donc je ne suis pas si libre. De la formation politique et sociale libérale. Vous êtes président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire MSR. Merci à toutes et à tous pour leur attention. Très bon samedi et on se retrouve demain dimanche pour l'invité.